Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à ce Café Rencontre de Québec Aroma du 20 juin. Nous sommes aujourd'hui avec Maurice Nicole. De la misère, je vois... Ah, là, je vois Maurice. Bonjour Maurice. Bonjour Gilbert. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis très honoré de pouvoir passer une heure avec toi puis échanger. Puis, moi, je te connais un peu. Je t'ai rencontré à quelques reprises. J'ai pris des classes avec toi. Donc, c'est un moment que j'attendais la dernière semaine. C'est mes dernières rencontres cette semaine. Fait que ça finit en beauté. J'ai beaucoup d'invités que je connais un peu plus et puis que c'est plus relax. Et puis, c'est important pour moi de te faire connaître aussi. Il y a beaucoup de gens de la France aussi, de l'Europe, qui se joignent ou qui vont réécouter souvent les enregistrements. Puis, pour moi, c'est important de faire connaître ces gens-là qui sont passionnés comme toi. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es naturopathe depuis plusieurs années, aromathérapeute, enseignant, conférencier, chroniqueur, auteur d'un livre dont on parlera tout à l'heure, et tu as fondé l'Institut d'aromathérapie scientifique où tu enseignes. Oui. Est-ce que... par où on va commencer aujourd'hui? Donc, commençons par ce que tu fais présentement. Comment ça va cet été? Quelles sont tes activités? Est-ce que tu es un peu dans l'aroma ou c'est les vacances? Ou qu'est-ce qui t'occupe ces jours-ci? Je suis toujours dans l'aromathérapie. Ça me quitte jamais, comme chacun d'entre vous, je suis sûr. Mais pour les cours comme tels sont terminés. Mais je pense déjà à la prochaine session. Comme à peu près tout le monde, j'ai terminé mes cours sur Zoom. Alors, c'est un nouveau médium pour moi. J'étais habitué de parler à des classes, à des personnes vivantes. C'était un peu difficile de m'adapter, mais enfin, je me suis débrouillé, puis on a fait avec. Vous avez été obligé de vous revirer de base, c'est ça, au mois de mars, Ouais, toutes les classes qui étaient prévues, ouais. les transférer. Mais c'est assez difficile de faire découvrir les huiles essentielles à distance, tant que Google ne nous permettra pas de faire Oui. inhaler les huiles essentielles. Sinon, est-ce que vous les prévenez à l'avance? Ben là, essayez d'avoir telle ou telle huile dont on va parler. Et puis, ben là, c'est sûr que ça s'est fait rapidement. Non, c'est ça. Pas eu le Non, temps. ça n'a pas été possible. Et puis là, ben, je suis dans le jardinage à plein temps. Le jardinage, tous les travaux à l'extérieur, oui. Donc, toi, Mais tu habites à la campagne, tu es près de la nature, tu es naturopathe, herboriste, donc j'imagine que tu as un lien particulier avec les oui, ben, plantes. c'est mon amour pour la nature qui m'a amené tranquillement vers l'aromathérapie, la naturopathie, etc. Ça part de là. Cette passion-là, je pense qu'on ne peut pas être passionné par l'aromathérapie si on n'est pas passionné par la nature, si on ne croit pas au pouvoir de guérison de la nature. Parce que ce ne sont pas les huiles essentielles qui vont nous guérir, c'est le pouvoir inné de guérison qui est à l'intérieur de nous qui va utiliser les huiles essentielles pour nous guérir. Comme je dis souvent dans les cours, les conférences, si on place des huiles essentielles sur une brique, il ne se passera rien. Ça prend une cellule vivante que tous les éléments qu'il faut pour être capable d'utiliser les huiles essentielles. Oui. Tu as toujours été proche de la nature comme ça? Est-ce que tu viens de la campagne ou tu es né en ville? Oui, oui, ben, je suis né à Saint-Bruno-de-Montarville. À l'époque, c'était vraiment un petit village. Et puis, on habitait sur une rue qui débouchait même pas. C'était même pas pavé. On était juste en face de la montagne. On avait peut-être 5, 6 voisins sur toutes les rues. Fait que derrière chez nous, c'était des grands champs, des grands boisés. Devant, c'était la montagne. Et puis, mon père, ben, sa passion, c'était le jardinage. Alors, il travaillait comme de 4 heures à minuit. Alors, dès qu'il se levait le matin, on parle de l'été, évidemment, vers, je sais pas, vers 9 heures, là, il se mettait dans le jardin jusqu'à 3 heures, puis après ça, il retournait travailler, c'était sa passion. J'ai toujours été entouré de nature. Euh, j'ai j'ai baigné dedans comme Obélix, tu sais. Alors, et puis, j'ai eu une expérience à peu près à l'âge de 3 ans. Un beau matin,
peut-être début juin, je n'allais pas encore à l'école. Je me lève plus tôt que d'habitude. Tout le monde dort dans la maison. Je sors à l'extérieur. C'était la paix. C'est une belle journée, là, pas de vent, pas de nuages, tout sent bon, tout est merveilleux. Et puis, je suis attiré vers le petit boisé à l'arrière de chez moi, où il y avait 2 gros chênes. Puis mon père nous avait avertis, mon frère et moi, de ne pas essayer de grimper dans ces arbres-là parce qu'on pouvait se blesser. Mais là, j'avais envie de grimper. Alors, je grimpe dans un de ces chênes-là. Je m'appuie, je suis à califourchon sur une grosse branche, puis j'ai le dos appuyé sur le tronc de l'arbre. Puis je regarde la montagne, puis je vois le soleil qui se lève progressivement au-dessus de la montagne. Puis là, la chaleur, en même temps, qui me pénètre, puis en même temps, cette chaleur-là est devenue comme intérieure. C'était comme une expérience, j'utilise mes mots d'aujourd'hui parce que je n'avais pas ces mots-là à l'époque, mais c'est comme une espèce d'extase, d'expérience mystique, je ne sais pas trop. Je me suis senti comme uni à tout ça, un sentiment d'harmonie. Oui, je pense que c'est ça, c'est un sentiment d'harmonie, de fusion qui m'a émerveillé. Ça a duré, je ne sais pas, 1 minute, 2 minutes, j'ai aucune idée. Puis quand je suis revenu à moi, tout autour était merveilleux. Je voyais les papillons, je voyais les fleurs, les herbes, les petits animaux. C'est ça qui m'a frappé, ce sentiment d'harmonie. Et puis là, je me revoyais aller à l'hôpital quelques mois avant pour me faire enlever les amygdales. Puis comment ça avait été barbare. Mhm. Puis après ça, je voyais mes oncles, mes tantes qui parlaient de tel ou tel de leurs parents qui étaient allés à l'hôpital puis étaient tout amochés. Moi, je me souviens quand je me suis réveillé de mon opération pour les amygdales. Premièrement, je me souviens quand mes parents m'ont amené à l'hôpital. Ils m'ont laissé entre les mains des infirmières. Là. Ils m'ont placé sur une civière, ils m'ont attaché les mains, puis ils m'ont mis un masque. Puis là, je me suis réveillé, j'avais mal, j'avais du sang dans mon lit, je voyais plein d'enfants autour. Je trouvais que c'était barbare. Je ne pouvais pas comprendre que quand je repense, quand je pensais à cette expérience-là par rapport à ce que je venais de vivre, toute cette harmonie de la nature semble se guérir, se réguler elle-même. Puis nous, on a besoin de souffrir comme ça pour être en santé. Je pensais à mes chats. J'avais 2 chats à l'époque. Ça leur arrivait d'être malades. Ils n'allaient pas voir le vétérinaire. Hein? Ils allaient se coucher dans un coin pendant une journée ou 2. Ils revenaient en santé. Donc, dans ma tête d'enfant, je ne connaissais rien de la naturopathie ou quoi que ce soit. Je me disais, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et puis, bon, j'ai fait mes études de cours classiques. Et après ça, je suis allé en biologie. Puis en biologie, à l'université, c'était un autre choc. Plus on était cruel avec les animaux qu'on devait disséquer, meilleur on pouvait devenir biologiste. Je me disais, mais c'est pas ça, la vie, ça n'a pas de sens. Puis à peu près à la même époque, je rencontre un de mes anciens amis du Collège Sainte-Marie. Je lui demande, il s'appelait Marc. Marc, qu'est-ce que tu deviens? J'étudie la naturopathie. Mais qu'est-ce que c'est, ça, la naturopathie? Il m'explique ça. Bon. Puis, c'était à une époque comme vers la fin mai, début juin. J'avais la fièvre des foins. Je devais avoir 19-20 ans à cette époque-là. J'ai dit, Marc, est-ce que tu penses qu'avec la naturopathie, tu pourrais faire quelque chose pour moi, pour la fièvre des foins? Ah, il dit, moi, je suis juste un étudiant, je ne peux probablement pas t'aider, mais je vais te présenter un de mes professeurs. Il me présente M. Verret. Il avait une 40aine d'années, moi j'en avais une 20aine d'années. Alors, il me dit grosso modo que c'était mon foie qui ne fonctionnait pas bien. Je ne voyais pas le lien entre le foie et les sinus, mais en tout cas, il me dit, écoute, suis mes conseils, puis si ça fonctionne, tu vas être heureux. Si ça ne fonctionne pas, on restera de bons amis. Bon, d'accord. Fait qu'il m'envoie acheter des suppléments chez Robert et Fils, qui existaient à l'époque. Je ne me souviens pas exactement ce que c'était, mais c'était des extraits de plantes. Bon. Et puis, il fallait que je fasse attention à mon alimentation, éviter le sucre, le pain blanc, bon, des trucs que je ne me souviens pas exactement, mais en gros, il fallait que je fasse attention à ce que je mangeais. Et puis, au bout de 2 semaines, mes symptômes de fièvre des foins se sont dissipés, mais je me suis dit, le pollen probablement auquel je suis allergique, il n'y en a plus dans l'air, donc bon. Mais pendant l'été,
je me suis aperçu que je pouvais manger des fruits qui ne me faisaient pas du bien. Si je mangeais des cerises, j'aimais beaucoup les cerises ou certaines pommes ou certains fruits, mais ça me piquait dans la gorge. Puis là, cet été-là, je me suis mis à manger des cerises. J'avais plus de symptômes. J'étais curieux de voir ce qui allait pour se passer le printemps suivant, mais la fièvre des foins n'est jamais revenue. Je me suis dit, ben, il y a quelque chose là. Il y a un lien entre les états de santé et notre mode de vie. Puis bon, ben, c'est là que je commençais à m'intéresser à la naturopathie. L'aromathérapie, c'est venu d'une façon étrange. C'est venu par l'alchimie. Parce qu'à l'époque, avec un groupe d'amis, on s'était monté un petit laboratoire d'alchimie, de spergérie, parce qu'un de nos amis était technicien dans une école à Montréal, un technicien de chimie. Puis en dehors des classes, mettons vers 6 heures, là, vers 18 heures, on pouvait aller dans le laboratoire puis faire nos expériences. Puis une des expériences qu'on devait faire, c'est d'extraire le soufre végétal, parce qu'on devait produire des pierres végétales. Puis pour produire des pierres végétales, il faut avoir le sel, le soufre et le mercure. Alors, le mercure, c'est l'alcool qu'on va tirer de la plante en question. Les sels, bien, ça va être les sels minéraux qu'on va avoir purifiés complètement. Mais le soufre, c'est l'huile essentielle qu'on doit extraire de cette plante-là. Donc, on faisait des petites distillations avec un soxlet. Je ne me doutais pas que c'était pour me projeter vers l'aromathérapie plus tard. À la même époque, j'avais un ami orthodontiste qui venait de Belgique, puis lui utilisait les huiles essentielles sans trop en parler à ses collègues pour se soigner sa famille, puis conseiller ses patients. Bon. Alors, moi, j'ai poursuivi mon travail qui me permettait de vivre, là, puis en même temps, je faisais des études en naturopathie, phytothérapie, puis le sujet des huiles essentielles revenait toujours. Mais quand on en parlait, on disait « Ah, faut faire attention, c'est dangereux. » Bon, c'était vague, hein? C'était qui à cette époque, les gens qui utilisaient les huiles essentielles au Québec ou qui parlaient d'aromathérapie? Bien, si on peut mentionner des noms, bien, il y avait De Monceau. C'était tout sauf des vraies huiles essentielles. En tout cas, je ne fais pas de commentaires, là, mais bon. Alors, il n'y avait pas grand-chose. C'est en 1980 que Philippe Mailbiot est venu au Québec pour nous faire vraiment des cours. Alors, je me souviens d'avoir suivi un cours, ça a duré une semaine au Jardin botanique. C'était une révélation. C'était le premier qui nous présentait les huiles essentielles de façon, on va dire, intelligente. Il faisait un rapport entre la structure, l'activité. Bon. Mais c'était un très bon communicateur, mais je me suis aperçu que c'était pas un très bon praticien, par la force des choses. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fini le cours, puis là, j'ai tout fait de flamme parce que là, je trouvais ça intéressant, puis bon, j'en parlais à tout le monde. Tu sais, quand on est jeune puis plein d'enthousiasme, on veut convertir tout le monde à notre idée. Bon, en tout cas, alors, il y a une de mes amies qui s'appelait Joanne à l'époque. Elle donnait des cours de yoga, de qigong, des trucs comme ça. Puis au début de l'automne, mettons au mois de septembre, elle me téléphone, elle dit « Maurice, elle dit, j'ai une bronchite, puis là, je ne vais pas prendre d'antibiotiques. Tu m'as dit que les huiles essentielles pouvaient remplacer les antibiotiques. J'aimerais ça que tu me prépares quelque chose. » Ah, d'accord. Donc là, je regarde dans mes notes, et puis c'était quelque chose comme 15 gouttes de Saturia Montana la première journée, 12 gouttes la deuxième, et ainsi de suite. Bon, je lui prépare Saturia Montana avec d'autres huiles essentielles. Je vais lui porter ça, puis je lui explique comment faire. Puis au bout de quelques jours, elle me rappelle, elle dit « Maurice, elle dit là, je suis rendu à l'hôpital, j'ai une pneumonie. » Ma carrière d'aromathérapeute aurait pu tomber là. Ça, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce qui expliquait, ça avait du sens, mais il y avait un os dans le fromage quelque part. Quelques mois ou peut-être un an ou deux plus tard, en allant bouquiner, je tombe sur le livre L'aromathérapie exactement, qui venait de sortir en 1990. Dès que j'ai commencé à ouvrir les pages, ça y est, je comprends pourquoi ça ne fonctionnait pas. On n'éteint pas un incendie de forêt avec quelques gouttes d'eau. Voilà.
Fait que quand Joanne m'a rappelé peut-être un an plus tard, elle avait encore confiance en moi. Elle dit, Maurice, j'ai encore un début de bronchite. Bouge pas. Là, je vais te préparer quelque chose. Fait que là, j'ai fait un mélange qu'elle devait prendre par la bouche, une autre préparation qu'elle devait s'appliquer par voie cutanée, faire des embaumes vivants, des suppositoires. Bien, au bout de 3 jours, son problème était réglé. Alors là, j'ai vu qu'il y avait ce que Philippe Mabiot nous avait enseigné, c'était bien, mais c'était trop théorique. Ça prenait un gars comme Daniel Pénoël puis Pierre Francombe pour nous donner des bases plus solides pour la pratique, si on peut dire, l'application. Ce n'est pas les huiles essentielles qui ne sont pas bonnes, c'est la manière de les utiliser qui, parfois, n'est pas efficace. Et puis, Maurice, j'ai oui, une anecdote, petite parenthèse. d'accord. Cette semaine, la semaine dernière, j'ai reçu Rhiannon Lewis, qui est la fondatrice et l'éditrice du journal International Journal of Clinical Aromathérapie. Aromatherapy. Et elle m'a dit, il y a un monsieur qui s'appelle Maurice Nicole. Ça m'a toujours impressionné parce que Nicole, en anglais, Ouais. c'est un nom de femme et tout. Quand j'étais Je savais jeune, pas trop. Elle a dit, Maurice est le premier membre, le premier qui s'est inscrit au magazine. Donc, à l'époque, tu étais le premier à t'abonner à cette revue-là. Puis elle s'est toujours souvenue de ton nom pour ça. Puis ça m'a rappelé que tu es quelqu'un qui est toujours à l'affût des nouveaux, des recherches et tu t'informes, tu te tiens informé, tu te tiens au courant. oui. Parce que souvent, tu vas nous faire des vidéos ou des textes que tu vas rédiger sur certains sujets. Donc, tu n'as jamais perdu cette passion-là d'aller plus loin puis de dire non, ça ne marche pas, on va aller d'explorer puis de t'informer. Tu n'as jamais perdu ça en fin de compte. Oui, mais c'est ça. Les recherches, c'est important. On n'a pas suffisamment dans le domaine de l'aromathérapie, mais on a l'expérience empirique. C'est ça que je demande aux élèves là, quand ils font des expériences, on peut dire sur eux-mêmes ou sur des clients, bien, de prendre des notes documentées. Ouais. C'est comme ça qu'on peut apprendre, en partageant cette expérience-là, ce savoir-là. Ça n'a pas de valeur aux yeux du milieu officiel, mais c'est ce qui est le plus important pour les gens, c'est ce qui convainc les gens, ce n'est pas les grandes théories, c'est la pratique, l'expérience que la personne va avoir. Si dans les cours, les gens m'écoutent pendant des heures et des heures, mais ils ne mettent jamais ça en application, ils ne verront jamais qu'est-ce qui se passe. C'est ça qui est important. Est-ce que tu reçois beaucoup de consultations? Est-ce que tu as une pratique au fil des ans que tu as maintenue ou et une clientèle par rapport à ça? À l'heure actuelle, je prends juste mes anciens clients ou les clients qui vont m'adresser quand c'est des personnes de confiance. Là. Mais c'est important pour moi de garder ce lien-là. Parce que j'enseigne, c'est ce que j'ai pratiqué. Ce que je dis aux élèves, ce que je vous dis, là, c'est la vérité telle que je l'ai expérimentée, que je la comprends. Mais si on se rencontre dans un an et puis que j'ai appris quelque chose d'autre, je vais dire, écoutez, je me suis trompé, voilà, je n'ai pas de honte de l'avouer. Mais avant de changer mon idée, il faut qu'on m'apporte des arguments. Tu sais, donc, tu as les huiles essentielles, mais tu inclus aussi d'autres. La médecine orthomoléculaire. La médecine orthomoléculaire. Peux-tu nous parler de ça un peu? Oui, bien, c'est sûr qu'au tout début de mon intérêt pour la naturopathie, le mieux-être, la santé, etc., ben, je croyais qu'avec un bon mode de vie, l'alimentation saine, ça suffisait. Que, par exemple, j'étais du courant de ceux qui pensent que si on est malade, ben, on laisse la nature faire, on jeûne, puis tout va se placer. Bon. Je pensais que c'était inutile de prendre des compléments ou des suppléments alimentaires, etc. Mais à l'époque, je travaillais dans la fonction publique pour gagner ma vie. Et puis, à un moment donné, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Je ne savais pas que je faisais un burn-out, mais je revenais de 3 semaines de vacances, j'entre au bureau, et puis là, je ne sais pas, je voyais ma patronne, la directrice, puis là, j'avais envie de lui sauter dessus. Tu sais, j'étais agressif. Bon. Pendant 2-3 jours, là, même, je rêvais que je faisais des choses pas tellement intéressantes. Bon. Alors, je suis allé voir la conseillère d'aide aux employés de mon ministère. On a parlé pendant 1 heure, puis elle m'a dit
Mais Maurice, je pense que tu fais un burn-out. Je pense que tu devrais aller voir un médecin. Dans ma tête, médecin, médicament, non, je ne veux pas. Là. Je ne comprenais pas. Tu sais. Elle dit, écoute, je comprends que tu ne veuilles pas prendre de médicaments ou aller voir un médecin. Je vais t'envoyer voir un psychiatre qui soigne avec des vitamines. Ça me surprenait, mais vitamines, déjà, c'était plus acceptable que médicaments. Bon. Alors, je m'avais rencontré le docteur Douglas Hitchings, qui est mort aujourd'hui. Alors, son bureau était sur la rue Sherbrooke à Montréal à l'époque. J'arrive là la première fois, je vois une espèce d'armoire à glace qui m'ouvre la porte avec des grosses lunettes, des gros yeux là, sévères. C'est impressionnant. Je m'assois dans son bureau, puis il a posé des questions sur mon alimentation, enfin. Ça a duré pendant 1 heure, mais entre autres, un médecin psychiatre qui te demande ce que tu manges puis quelles sont tes habitudes alimentaires. Au bout d'1 heure, à peu près, il sort son espèce de calepin pour me donner des prescriptions. Et puis, il écrit des trucs, il me brandit ça. Alors, c'était toutes des vitamines, je ne me souviens pas quoi, je ne sais pas, vitamine B6, peu importe. Il dit, parce qu'on parlait franglais, parce que lui, c'était un Irlandais d'origine, il comprenait le français, mais il ne parlait pas. Moi, je pouvais comprendre l'anglais, mais je ne le parlais pas. Donc, on faisait du franglais. Il dit, go and get these vitamins and reviens me voir dans 3 jours. J'ai dit, Dr. Hitchings, on ne parle pas. Il dit, there are talking and non-talking therapies. We shall start with the non-talking therapies. OK. Je m'en vais au magasin, acheter les vitamines en question. Je commence à prendre ça. Je reviens au bout de 3 jours, faire asseoir dans son bureau. Il dit, est-ce que tu as acheté les vitamines? Oui. OK. Il dit, assieds-toi là. Je m'assois. Puis là, il me fait du Reiki. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Un psychiatre qui fait du Reiki. Fait que là, j'étais un peu tendu. Il dit, maintenant, il y a une table de massage, tu vas t'étendre là. Table de massage, qu'est-ce que je fais là? Puis là, il me fait du Trager, c'est un autre genre de massage. Fait que c'est la première fois, là, je ne me suis pas détendu, mais j'étais vraiment très nerveux. Je me demandais ce qui se passait. Mais en revenant 2-3 fois par semaine, je m'apercevais que ça me faisait du bien, je me détendais. Et surtout, j'écoutais ce qui se passait dans la salle d'attente. C'était tous des ex-psychiatrisés, schizophrènes, maniaco-dépressifs, des tentatives de suicide. Puis ils disaient, ah, le Dr. Hitchings m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, je travaille. Parce que moi, c'était juste un burn-out, là. Mais ça, c'est des gens qui avaient vraiment de sérieux problèmes. À un moment donné, j'ai demandé, qu'est-ce que c'est la médecine automoléculaire? Parce qu'ils parlaient tous de ça. Il a commencé à m'expliquer son expérience. Il dit, voici, j'ai fait mes études en Irlande et puis je suis venu travailler dans un hôpital psychiatrique à New York. Un jour, après quelques années de pratique, le père d'un de mes patients entre dans le bureau en larmes. Il dit, Dr. Hitchings, c'est pas possible, mon fils est schizophrène, il doit avoir quelque chose pour le guérir. Il dit à l'époque, on ne connaissait rien à part quelques médicaments. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoutez, on lui donne les meilleurs traitements possibles. Il y a quelques médicaments, mais il va rester schizophrène pour le restant de ses jours, mais ses symptômes vont être moins graves. Ah, il doit avoir quelque chose, Peut-être d'un coup, il venait de lire dans une revue médicale qu'il y avait un médecin canadien, le Dr. Abraham Hoffer, qui avait mis au point un nouveau traitement pour la schizophrénie à base de vitamine B3. Il ne croyait pas, mais pour se débarrasser, c'était ce qu'il me disait, pour se débarrasser de son client, là, il dit, écoutez, il y a un nouveau traitement expérimental là, qui a été mis au point par ce médecin canadien. Je vais vous prescrire les mêmes ingrédients et puis donnez ça à votre fils. Alors, le père s'en va et puis il pensait s'en être débarrassé. Au bout de quelques mois, le même père revient. Il saute dans les bras du Dr. Hitchings. Il dit, vous avez sauvé mon fils. Comment ça? Eh oui, vous m'avez dit de lui donner telle vitamine. Maintenant, il n'y a plus de symptômes, ça va très bien. Au lieu de faire comme bien des médecins, dire, voyons donc, c'est une anecdote, ben, lui dit, c'est fini la psychiatrie, je vais me mettre à étudier la médecine orthomoléculaire. Il a étudié ça par lui-même parce qu'il n'y avait pas d'école comme telle.
Et puis, il s'est emmené à Montréal, puis il a commencé à pratiquer. Alors, j'ai demandé, je dis, êtes-vous nombreux à Montréal à faire de la médecine automoléculaire? Il dit, on est deux, puis on n'en parle pas. Il ne faut pas être embêté par... Alors, quand j'ai vu sur moi les bienfaits que ça m'apportait, quand j'ai vu les bienfaits que ça apportait chez des personnes beaucoup plus malades que je pouvais l'être, je me suis dit, il y a quelque chose que je n'avais pas compris. Nous sommes des individus uniques. Nous avons tous besoin des mêmes éléments, vitamines, minéraux, acides aminés, etc., dans des proportions variables. Donc, c'est là que j'ai compris aussi que les huiles essentielles, l'aromathérapie, la médecine automoléculaire, c'est la même chose. Quand on parle de médecine automoléculaire, c'est d'utiliser des substances qu'on retrouve à l'état naturel dans notre organisme depuis qu'on est sur la Terre, mais dans des doses optimales pour répondre à nos besoins biochimiques individuels, pour prévenir l'apparition de certaines maladies chroniques ou dégénératives, ou pour accélérer la guérison de ces maladies-là qui autrement ne guériraient pas. Parce que si on regarde la situation actuelle, la médecine allopathique est extraordinaire pour les cas d'urgence. Si on se brise une jambe, on s'en va à l'hôpital, bon, etc. Mais pour toutes les maladies chroniques, c'est zéro. Si tu as de l'hypertension, tu prends des antihypertenseurs de la santé tous les jours. Si tu as du diabète, ben, tu vas prendre de l'insuline pour la santé. Bon, peu importe. Donc, les médicaments peuvent être très utiles pour des problèmes urgents, mais ne guérissent pas. Tandis que la médecine automoléculaire apporte à l'organisme, apporte aux cellules, à nos cellules, ce dont elles ont besoin. Elles ont besoin. Mais les huiles essentielles, c'est la même chose. Quand on prend un comprimé de vitamine C, ben, simplement, c'est de la vitamine C qu'on retrouve partout dans les aliments, mais en des quantités plus importantes pour répondre à nos besoins. Quand on prend une huile essentielle de thym, bien, c'est extrait de la plante de thym, mais je vais faire une anecdote. Il y a quelques années, j'étais au jardin botanique avec d'autres intervenants. Puis à tour de rôle, on devait faire une présentation d'une demi-heure sur notre sujet. Alors, avant moi, il y avait une gentille arboriste qui parlait de toutes sortes de choses. Et elle parle du traitement de la cystite avec le thym. Enfin, je l'écoutais. Une tisane de thym, je la mets bien au défi de guérir une cystite avec des tisanes de thym. Parce que si on veut guérir vraiment une cystite, contrôler une cystite là, rapidement, ça prend 30, 40, voire 50 gouttes d'huile essentielle de thym dans la journée. Ça prendrait plus de 150 tasses de thym pour arriver à ça, c'est impossible. C'est ça. Donc, on prend dans la nature quelque chose dont on a besoin, on le concentre, on l'utilise pour répondre à un besoin. C'est ça les huiles essentielles. Bien, c'est ça de prendre des suppléments. Ça ne remplace pas l'alimentation de base, ça ne remplace pas le bon mode de vie, ça vient compléter. Compléter. C'est ça. Maurice, comment t'en es venu à vouloir écrire un livre sur le sujet du cancer? C'est drôle, je n'ai jamais eu personne dans ma famille qui était atteint de cancer. Bon. Mais c'est un sujet, c'est sûr, qui nous préoccupe tous parce que soit on risque de l'attraper ou en tout cas, on va être en contact avec des gens près de nous qui l'ont. Puis dans les livres d'aromathérapie que je lisais, on mentionnait qu'il y avait des huiles essentielles potentiellement anticancéreuses, mais c'était vague. Et puis il y a quelques années, peut-être, je ne sais pas, en 2013-2014, je me suis intéressé au sujet, je me dis, j'aimerais en savoir plus, fouiller la question. Je me suis aperçu qu'il y avait énormément de recherches sur le sujet, mais qui n'étaient pas exploitées. Par exemple, ici au Québec, il y avait le laboratoire La Sève, associé à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui avait publié des travaux sur l'huile essentielle de sapin-baumier, qui avait identifié qu'il y avait des composantes là-dedans qui avaient des propriétés antitumorales, etc. C'est là. Mais personne. C'est resté lettre morte. On ne fait rien avec ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt derrière ça. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, entre autres sur l'huile essentielle ou l'essence de citron. Au début des années 2000, il y a eu des recherches phase 1, phase 2, puis hop, c'est tombé dans l'oubli.
Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a plus de financement, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Ceux qui ont de l'argent, c'est les compagnies pharmaceutiques. Ils ne vont pas investir des millions de dollars dans quelque chose qui ne leur rapporte rien parce qu'ils ne peuvent pas avoir de brevet. Fait que Oh, ouais. Alors, Comment ton livre? Oups, pardon. je me suis dit, écoute, on n'attendra pas la sanction de Santé Canada ou de qui que ce soit. Les huiles essentielles ne sont pas toxiques, contrairement à la plupart des médicaments qu'on a sur le marché qui peuvent nous tuer, même si on est en santé. D'accord? 200 000 personnes par année qui meurent des médicaments prescrits par le médecin. C'est pas moi qui invente ça. Là. On ne parle pas d'overdose. Il n'y a pas personne qui meurt d'avoir pris des huiles essentielles. Tu sais. Ça, on parle des données officielles du Centre américain antipoison. Depuis 33 ans, il n'y a aucune mort associée à des produits de santé naturelle. Il y en a au moins 200 000 par année. Bon, en tout cas, bon, bref. Je me suis dit, connaissant les huiles essentielles, quand elles sont authentiques, quand elles sont utilisées correctement, elles ne sont pas toxiques. Il n'y a pas de danger. Maurice, on commence à avoir des questions déjà. Okay. Je vais en prendre dans le désordre. Peut-être qu'on pourrait enchaîner avec Onzaroma, les huiles essentielles. Peux-tu nous parler de ton entreprise où tu es cofondateur, copropriétaire avec Marie Spitre? Oui, je crois que c'était en 2008 que ça a été créé. À l'époque, j'achetais mes huiles essentielles des meilleurs fournisseurs qu'on pouvait trouver ici au Québec. Mais j'étais toujours un peu déçu du manque d'informations que j'avais sur, mettons, la qualité, les critères de qualité, chose que j'enseigne depuis des années, sur lesquelles j'insiste. J'ai toujours dit qu'il y avait deux conditions pour avoir de bons résultats avec les huiles essentielles. N'utiliser que des huiles essentielles authentiques et les utiliser correctement. Mais si on n'est pas capable d'avoir des huiles essentielles authentiques, ça devient difficile. Alors, je me suis mis à importer pour moi-même. Puis là, je commençais à découvrir des choses que je ne connaissais pas. Par exemple, je voulais importer l'eau de ce qu'on appelait Ravinsara à l'époque. Bon. Je voulais avoir la chromatographie, l'analyse chromatographique avant de l'importer. On me disait, ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous l'achetez, on va vous l'envoyer après. Puis je dis, monsieur, comment je vais acheter une automobile si je ne connais pas les détails techniques? Alors là, il fallait que ça prenait 1 mois ou 2 pour qu'il fasse l'analyse, qu'il m'envoie ça. Bon, on revient encore au Ravinsara. Alors, c'est un type de Madagascar qui est venu me le porter directement parce qu'il habitait ici au Québec. Il a pris, il avait du Ravinsara puis d'autres huiles essentielles de Madagascar. Il est venu me porter ça directement à la maison. Alors, par exemple, j'ouvre le bidon de Ravinsara et puis ça ne sent pas comme je suis habitué. Alors, je vais prendre le flacon que j'avais acheté de, je ne dirais pas de qui. Il sent ça, il dit, êtes-vous sûr que c'est du Ravinsara? Ben, j'ai dit oui. Alors, il y avait une différence subtile. C'était du Ravinsara, mais on voyait qu'il y avait une différence entre les deux. Alors, comme j'explique aux élèves, c'est une différence détectable au niveau de l'odeur, il y a une différence au niveau de la composition. Bon, deuxième surprise. J'avais acheté aussi du Pelargonium, le Pelargonium asperum, comme on dit, Géranium bourbon, je pense qu'on dit en français. Bon. Ouais. Alors, j'ouvre le bidon, puis c'était légèrement verdâtre. Bizarre, je n'avais jamais vu d'huile essentielle de Géranium bourbon comme ça. Il me dit, oui, c'est authentique. Vous pouvez appeler le chimiste, là, je ne me souviens pas du nom de l'université à Madagascar. Effectivement, je communique avec le chimiste en question. Il dit, oui, c'est parfaitement normal. Une huile de pélargonium qui vient d'être fraîchement distillée à cette couleur-là. Avec le temps, elle va devenir translucide complètement. Et puis, avec le temps, elle va jaunir. On ne peut pas expliquer le phénomène, mais c'est comme ça. Donc, tranquillement, je me suis aperçu que il y a plein de choses qui se font sur le marché des huiles essentielles qu'on ne sait pas. T'sais. Bon, par exemple, ça, je pense que tout le monde le sait, là. On vend plus de lavande vraie française qu'on en produit. Comment on fait ça? Bon. Alors, donc, je me suis aperçu que la meilleure façon, c'est... Pardon? C'est toi qui as développé tes contacts et t'as importé graduellement tes huiles, puis ça a finalement donné, ben, je vais ouvrir mon
Tu Ben, as commencé à en vendre par la suite. ben, c'est les élèves. Les élèves, ils voulaient avoir le même genre d'huile essentielle. Donc, à l'époque, c'était pas Marie, c'était une autre associée, Myrtille, qui était d'origine française. Et puis, Myrtille, à un moment donné, est retournée en France. Elle a vendu ses actions à Maryse. Maryse, qui était une de mes meilleures ex-étudiantes, qui avait déjà une boutique qui vendait des huiles essentielles. Elle a repris les actions de Myrtille. Et puis, les huiles essentielles qui étaient à Saint-Félix, où personne ne vient pratiquement, là, ben on les a transportées finalement, déménagées à Longueuil, dans la boutique de Maryse, qui est devenue la boutique Uns Aroma, qui a grandi depuis. J'ai mis le lien tout à l'heure dans la discussion. Les gens vont pouvoir aller voir. Moi, j'ai toutes les huiles aussi d'Uns Aroma dans ma boutique. On a une question. Au niveau thérapeutique, est-ce qu'il y a des avantages ou désavantages à utiliser des extraits de CO2 au lieu des huiles essentielles distillées à la vapeur? Bien, au point de vue pratique, au Québec, les extraits de CO2, ça n'existe pas. Puis ceux qui existent, bien, c'est cher. Il y a Pierre Francom qui a fait une bonne promotion. Certainement que ça serait intéressant si elles étaient disponibles. Bon, par exemple, on a juste fait l'expérience avec le gingembre. L'huile essentielle de gingembre, ça ne sent pas le gingembre. Mais l'extrait au CO2, ça sent le gingembre. Mais c'est ça que je dis aux élèves. Quand ces extraits au CO2-là vont devenir disponibles, il ne faudra pas faire la même chose avec les huiles essentielles parce qu'elles n'ont pas la même composition. Donc, il faudra connaître la composition des extraits au CO2, puis comparer avec la composition de l'huile essentielle, puis voir si on peut utiliser une ou l'autre. Dans certains cas, oui, ça serait intéressant, mais Mais toi-même, Maurice, c'est parce que je pensais, moi, avec ma boutique, si j'avais les extraits au CO2, est-ce qu'il y aurait un marché pour ça au Québec? Puis je me suis dit, toi-même, avec Onzaroma, est-ce que si tu prenais la décision que vous mettez à vendre ces produits-là, est-ce qu'il y a vraiment un marché assez grand au Québec pour ça? ça, je ne pourrais pas dire, je ne sais pas. Faudrait connaître c'est quoi, qu'est-ce qui est disponible, c'est quoi la composition, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'on ne peut pas faire avec les huiles essentielles. C'est ça, puis former les gens Oui, à ces extraits-là. oui. Ah non, sûrement que ça a une utilité, mais pour l'instant, c'est pas pratique, oui. Et puis, c'est pas à la portée de tout le monde non plus de faire ça. On peut distiller des huiles essentielles. C'est déjà quelque chose de compliqué pour arriver à faire de bonnes huiles essentielles pour la distillation. Mais pour les faire avec les extraits au CO2, ben là, c'est en dehors de nos moyens techniques habituels. Là, oui. Oui. J'avais un commentaire, j'ai certains commentaires, les gens complètent, là, je ne vais pas nécessairement les lire. Euh, Puis je préfère poursuivre avec toi. À partir du moment de quand est arrivé, t'avais déjà, là, tu parlais déjà que les élèves sont arrivés avant Onzaroma, donc tu enseignes Oui. depuis vraiment longtemps. Oui. À partir de quand tu as fondé l'Institut d'aromathérapie scientifique? 194. Donc, tu as vraiment formé une ou deux générations de professionnels ici au Québec. Oui, on peut dire que je suis le grand-père de l'aromathérapie, ça on peut dire au Québec, l'aromathérapie scientifique. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 1994, j'ai donné ma démission dans la fonction publique, puis je me suis lancé à temps plein là-dedans. Mon rêve, c'était de former, de fonder une école de médecine naturelle supérieure. Bon, j'imaginais que j'enseignerais à des gens qui ont déjà une formation de base en naturopathie, en homéopathie, même en médecine, parce que j'ai eu des médecins qui sont venus suivre les cours, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Je pensais que j'avais une équipe de professeurs, mais finalement, le professeur, pour l'instant, c'est moi. Je cherche encore de la relève. Puis on enseigne à tout le monde qui sont Marie, je pense qu'il fait certains modules. Maryse donne le cours sur le soin aux mères et aux enfants. Parce que moi, je n'ai pas eu d'enfants, elle en a eu. Donc, la plupart des élèves, c'est des femmes. Alors, ils aiment mieux entendre une mère qui a de l'expérience avec des enfants que d'entendre un gars qui va leur parler de quoi faire avec leurs enfants. Puis, elle est très bonne, Maryse, pour enseigner aussi. Ouais. Ouais. Donc, tu as 13 modules, je pense, dont les deux premiers peuvent se faire en ligne. C'est plus pour. Oui, je ne suis pas encore rendu à les donner en ligne, mais les deux premiers se donnent par correspondance. Par correspondance, oui, c'est ça, Oui. je veux te. Ouais. Puis un jour, ben, peut-être si je vis assez longtemps, on pourra les donner en ligne, mais pas tout de suite. Je peux les donner, je suis capable de les donner avec Zoom, là, mais c'est quand même pas. Oui, c'est ça, c'est plus. C'est pas pareil. Oui. J'ai perdu le fil. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Les gens ont commenté, chez Jaune Nature, près de Hall, apparemment, ils se vendent des huiles essentielles Non, je ne connais et pas. des extraits au CO2. OK. Donc, j'imagine qu'éventuellement, on en aura de plus en plus. Les Oui, gens sauront les utiliser aussi de plus en plus. c'est ça. Il y aura probablement plein d'erreurs aussi qui se fera. Des gens qui ne vont pas faire la différence entre les huiles essentielles et... C'est sûr que moi, si je les achetais à l'heure actuelle, je les achèterais de Pierre Francom. Parce que lui a vraiment développé ce savoir-là. Est-ce Tant qu'à qu'au acheter fil des ans, au fil des rencontres, on nous a parlé souvent, euh, Dominique Michel Turbide nous a parlé de Dominique Baudou. oui, Là, toi, tu nous parles de Pierre Francom. Est-ce que c'est des gens qui sont venus au Québec au fil des ans? Est-ce que oui, c'est ah des gens oui. que tu as rencontrés? Ah, c'est la même école, tu sais. Euh, euh, que ce soit Francom et Noël, ont collaboré ensemble pendant plusieurs années avant d'écrire le fameux livre, l'aromathérapie exactement. Baudou a racheté Pranarum de Pierre Francom à qui ça appartenait. Donc, c'est la même mouvance, là, tout ça. Là. Fait que Quand c'est pas Dominique que, Baudou venait à Québec, au Québec, tu l'as rencontré ou... oui, ben, à l'époque, il était distribué par Robert et Fils. Bon, c'est toute une histoire, ça aussi. Euh, je n'avais pas encore fait le saut. Je pense que j'étais en réflexion pour donner ma démission de la fonction publique. Et puis, je cherchais justement des fournisseurs d'huile essentielle authentique. Donc, à l'époque, l'Internet n'était pas développé comme aujourd'hui. J'avais des listes de fournisseurs, j'écrivais, on me répondait. Et j'ai écrit à Pranarum parce que je savais que c'était Pierre Francom qui avait fondé ça. Je me suis dit, ben, ça doit être sérieux. Puis c'est M. Baudou, Dominique Baudou, qui avait pris ça en main. Alors, il m'envoie une lettre avec son catalogue, sa liste de prix, me disant qu'il cherchait un distributeur au Québec. Alors, moi, comme je n'étais pas un homme d'affaires, je disais, je vais aller voir Mme Poirier, qui était la présidente de Robert et Fils. Parce que moi, mon mentor, M. Verret, m'avait présenté à Chaumédé de Maisonneuve-Robert, qui était le fondateur de Robert et Fils, puis un des premiers naturopathes à travers le Canada. Puis, alors que j'étais étudiant, je travaillais chez Robert et Fils l'été pour empaqueter des produits, bon, etc. Donc, j'avais confiance en cette entreprise-là d'origine 100% québécoise. Bon, j'ai dit, je vais aller voir Mme Poirier, je vais lui vendre les huiles essentielles. Je vais dire qu'elle devrait prendre la distribution de Pranarum. Je vais la voir. Au début, elle ne voulait rien savoir de ça. Ah, on a assez de produits, puis tout ça. Mais j'étais tellement persuasif que finalement, elle a décidé d'aller voir M. Baudou. Ils sont entendus. Elle est devenue la distributrice des huiles essentielles Pranarum. Après un certain temps, Mme Poirier se plaignait que ça ne se vendait pas beaucoup, les huiles essentielles. Je vous l'ai dit, Mme Poirier, pour vendre des huiles essentielles de cette qualité-là, il va falloir que vous formiez vos gens qui ne connaissent pas ça. Pourquoi ils paieraient le prix de cette huile essentielle-là alors qu'ils peuvent en avoir une beaucoup moins chère de chez tel compétiteur? Puis, deuxièmement, ça vous prendrait des formules toutes faites. Mm-hmm. Alors, il y avait Dino Alicas. Je ne sais pas si tu as connu Dino Alicas. Non, peut-être rien. En tout cas, c'est lui qui est président de l'Association des naturopathes dont je suis membre. Alors, Dino était le directeur des ventes chez Robert et Fils. C'était un jeune, comme moi à l'époque. Puis lui, il croyait à ça, les formules toutes faites. Il a insisté auprès de Mme Poirier. Finalement, Dino m'a dit, écoute, soumets-nous une douzaine de formules de recettes, là, puis on va s'organiser pour mettre ça en marché. Parce que j'ai fait, on avait 14 formules sur les infections, l'arthrite, l'asthme, en tout cas. Certaines étaient par voie buccale, d'autres par voie cutanée, etc. Alors, Robert et Fils a mis ces formules-là sur le marché. C'est un succès extraordinaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez envie de développer chez Hans Aroma, d'avoir des formules oui, faites? si ce n'était la nouvelle loi sur les produits de santé naturelle. C'est ça, il faut Pourquoi Robert et Fils ont arrêté? C'est que quand cette loi-là est venue en vigueur, il a fallu prouver que chaque huile essentielle était efficace, la combinaison était efficace, était sécuritaire, ce qui était comme impensable à l'époque. Aujourd'hui, Santé Canada, je crois, il y a à peu près 70-75 huiles essentielles qu'il a homologuées. D'accord? Par contre, c'est très restrictif.
Pour chaque huile essentielle, il y a seulement un certain nombre d'allégations qui sont permises, et puis seulement la voie topique. La voie rectale, oublie ça, la voie buccale, oublie ça. Donc, c'est très limité. Mais il y a quand même moyen de faire certaines formules, mais pour l'instant, ça dépasse les capacités financières, budgétaires de nous Ouais. Il y a aussi les dosages aussi. Vous êtes souvent obligé de les réviser à la baisse. Oui. Ça m'amène, Maurice, on arrive vers la fin. Ah oui? Peut-être qu'on peut y aller avec des questions un peu express, là, questions courtes, réponses courtes. Les dosages massifs de l'aromathérapie exactement sont souvent remis en question aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Bien, moi, j'en pense que ça fonctionne bien. Je ne vois pas pourquoi on remettrait ça en question. Je n'ai pas donné des dosages massifs pour le plaisir de donner des dosages massifs. Je reprends mon exemple, là. Si on a un petit incendie, un verre d'eau va l'éteindre. Mais si la forêt est en feu, ce n'est pas qu'un verre d'eau qu'on va l'éteindre. Tout dépend du problème. C'est comme la médecine automoléculaire. C'est la dose juste qu'il faut par rapport au problème qu'on a. Si on n'a pas besoin. Et aussi, tu y vas avec l'expérience sur le terrain tu as eu des résultats avec certains dosages pour certains. Quand on parle d'infection, c'est ça, il faut s'entendre, là. Quand on parle de problèmes, je ne sais pas, nerveux, à part d'une crise d'angoisse extrême, là, problèmes endocriniens, on ne parle pas de dosage massif. Mais quand on parle d'infection bactérienne ou virale, montrez-moi une bronchite qui va se guérir avec quelques gouttes d'huile essentielle, je n'ai jamais vu ça. Avec une bronchite au Québec, là, si tu vas en venir à bout, on va dire qu'il faut t'appuyer sur l'accélérateur. Un court temps, par une courte période, c'est ça l'idée. C'est c'est-à-dire le dosage et la fréquence, c'est très important, les premières heures, les premiers jours, puis rapidement, les symptômes vont céder, puis on diminue le dosage, tout simplement. C'est les symptômes qui nous guident. C'est pas ce qui est marqué dans le livre, c'est tes symptômes qui te guident. Et ce qui est arrivé dans le monde de l'aromathérapie, c'est qu'après le livre de Franco et Noël, on a eu le livre de Robert Tisserand qui nous amène un aspect qui est plus l'aspect sécuritaire d'utilisation des huiles, des dosages recommandés. C'est là que c'est venu peut-être entrer en conflit avec les livres précédents. Oui, mais moi, j'invite les gens à lire comme il faut ce livre-là. C'est presque tout théorique. Si on lit comme il faut, là, c'est toujours de la théorie. On pense que... Mais l'important, c'est de voir les résultats. Est-ce qu'il y a beaucoup d'aromathérapeutes qui enseignent une certaine aromathérapie sécuritaire et qu'au fond, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais? Est-ce que les gens, quand ils doivent l'utiliser pour eux, ils vont mettre ce qu'il faut pour que ça fonctionne, mais quand ils enseignent, ils vont y aller le plus sécuritaire? Je ne devrais pas dire ça, là, mais... C'est le dosage, c'est le choix des bonnes huiles essentielles, puis le dosage, puis la fréquence qu'il faut pour avoir le résultat. Quand on parle d'infection, c'est ça, il ne faut pas tout mêler, là. Il y a des problèmes, ça demande des dosages élevés pendant une courte période, mais dès qu'un problème est chronique, c'est des dosages modérés pendant une longue période. J'imagine qu'il y a d'autres problèmes qu'une petite quantité va suffire et va faire l'effet. Ce n'est pas un dogme là, de mettre beaucoup d'huile. Non, c'est une médecine de terrain. Alors, il faut faire la différence. Tu as une infection aiguë, là, on passe à l'attaque. Mais c'est un problème chronique, c'est le terrain qu'il faut rééquilibrer. Là, ça ne donne rien de donner des dosages massifs. Là. Oui. On a une autre question de Jocelyne qui est en lien avec ce qu'on a parlé tout à l'heure, les huiles essentielles, les marchés, où on se procure les huiles. J'ai peut-être ma petite opinion là-dessus, bien humblement aussi. La question, c'est est-ce qu'il existe un marché d'huiles essentielles exceptionnel auquel nous n'avons pas accès? Bien, je ne comprends pas tout à fait la question. Moi, parce que tout à l'heure, elle faisait, j'ai pas lu parce que je ne voulais pas entrer dans le parler des gens, mais Jacinthe de Maison Jacinthe prétend qu'elle a accès à des huiles essentielles exceptionnelles, accessibles à un réseau très limité d'entreprises, notamment les plus grands de ce monde, les plus grandes parfumeries notamment. Je le lis même avec certaines intonations. Si les parfumeurs jettent là, achetez pas là, c'est simple. Les parfumeurs, ils n'achèteront pas des huiles essentielles authentiques, oublie ça, là, voyons.
Demandez à Pierre Francom qui a travaillé pour Estée Lauder pendant des années. Il nous le disait. Tu sais, en tout cas, Si je peux bon, me permettre, moi, je vends des huiles et de plus en plus, j'essaie de couper court le chemin puis de me rapprocher le plus possible des producteurs. C'est comme ça que c'est j'ai entré l'idéal. Astéral dans ma boutique. Moi, j'ai mes huiles que je fais moi-même. Euh, j'ai Vitalba. Je pense que c'est ça, les huiles de qualité exceptionnelle. Oui. C'est pas ce qu'on va trouver dans un centre d'achat. Non. Ils ont beau dire, tu sais, c'est du marketing à un moment donné, des grands mots. Je pense pour moi, ça veut rien dire. Puis c'est pas contre Jacinthe. Je connais pas où elle est prend Non, ses je huiles, connais pas non mais de plus. prétendre qu'elle a accès à un marché plus direct ou de meilleure qualité, pour moi, j'y crois pas là, parce que C'est difficile de trouver des huiles essentielles authentiques. Il faut faire des efforts parce que le marché est inondé de toutes sortes de trucs, là. Mais le gros du marché des huiles essentielles est axé vers la parfumerie, vers les utilisations non médicinales. Donc, le l'alimentaire, marché des huiles essentielles médicinales, c'est un très petit marché. Il y a très peu de producteurs qui font ce type d'huile essentielle-là. Parce que ça demande de l'effort, ça demande du temps. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Oui. ouais. Il y a beaucoup de demandes. C'est très populaire, grand public, mais c'est pas toujours de la qualité. Là. Je vais raconter une anecdote. Ça nous arrive chez Unzaroma d'avoir des surprises. Alors, parce qu'on a la chromatographie que le fournisseur nous envoie, mais on fait réanalyser les huiles par le laboratoire Phytokémia. D'accord? Et puis, de temps à autre, les deux chromatographies ne correspondent pas. Donc, il y a à peu près un an de ça, on avait acheté de la livèche d'un producteur qu'on connaissait, qui faisait bien les choses. Et puis, on fait analyser ce lot de livèche-là. Et puis, il y avait des composantes étranges qui laissaient supposer que ça avait été coupé avec quelque chose. Alors, on recommunique avec le fournisseur en question. On lui montre la chromatographie de Phytokémia qui ne peut pas être contestée parce que c'est indépendant, c'est des spécialistes là-dedans. Alors, ils ont été obligés d'avouer, bien, écoutez, on est désolé de ça, on va vous la changer, mais on manquait d'huile de livèche, on a acheté d'un autre fournisseur, c'est ça qu'on vous a envoyé. Alors, voilà ce qui arrive. Devant la demande, les fournisseurs ne veulent pas perdre de vente, alors ils vont soit couper ou prendre des huiles essentielles d'un autre fournisseur, puis nous refiler le truc. Pourtant, c'était un bon fournisseur, mais... Ça se fait ici au Québec. Si quelqu'un manque de tuyas, il va demander à l'autre. Puis il y a différents producteurs, le sapin, tout ça. Ça ne veut pas dire que c'était poison, mais c'était plus... Ça n'aurait pas été un service de vente cette huile essentielle-là à nos clients. Oui. C'est vrai. Si on ne l'avait pas fait analyser, on ne l'aurait pas su. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Est-ce que tu vas poursuivre sur Zoom un peu plus les formations ou tu espères que tout revienne à la normale et ça continue? Bien, j'espère que tout va revenir à la normale parce que j'aime vraiment le contact des élèves en classe. Mais sinon, bien, ça sera sur Zoom ou je vais prendre un congé sabbatique, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et sinon, ça se fait à Montréal ou à Longueuil? J'ai oublié. À Laval. À Laval. Oui. OK. Donc, puis comment ça. Les modules, c'est dans l'ordre des À peu modules? près deux fois par mois. OK. 2 samedis par mois. Donc, s'il y en a des gens qui veulent s'inscrire, on va sur le site. Pour l'instant, tout est normal. Il n'y a rien d'annulé. C'est ça. Mais j'ai mis quand même une note sur mon site en disant qu'advenant que le confinement se poursuivrait, que les cours se donneraient sur Zoom. OK. C'est déjà terminé? Bien, c'est déjà terminé. Ça se termine. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça a passé trop vite. Ben oui, ça a passé trop vite, mais on en fera d'autres. Et si tu veux faire quelque chose dans le groupe avec un sujet particulier, on trouvera un moment aussi. D'accord. Tu es toujours bienvenu. Puis, tant mieux si ça a passé vite, c'est parce que c'était intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Puis bonjour à tout le monde. Et puis on se dit à la prochaine. Oui, merci beaucoup. Au D'accord. revoir. Bye.